À la une, à l'ouverture ce matin à Abidjan de Africa CEO Forum, cette 4e édition enregistre plus de 1000 leaders du monde des affaires. Ouvrant la rencontre, le président Ouattara a indiqué que l'Afrique a besoin d'un secteur privé fort pour son développement. Une semaine après le dimanche noir de Grand Bassam, les délégations de pays frères se succèdent pour soutenir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le vice-président du Kenya qui s'est rendu sur le site de l'attentat pour exprimer sa compassion aux victimes et au peuple ivoirien. Les concours d'entrée à la fonction publique seront ouverts après-demain mercredi. Cette année, des innovations seront apportées dans l'organisation. Toutes ces précisions ont été faites au cours d'une conférence de presse ce lundi au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et puis à l'étranger, le Bénin s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Patrice Talon a remporté l'élection présidentielle avec 65,39% des voix contre 34,61% pour son adversaire Lionel Zinsou, selon les résultats provisoires communiqués ce lundi par le président de la commission électorale, Emmanuel Tiando. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. On vient de l'apprendre, des coups de feu ont été entendus autour d'un hôtel de Bamako, la capitale malienne. Selon plusieurs sources, le site attaqué serait proche d'une base militaire de l'Union européenne. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Nous vous reviendrons évidemment pour plus de précisions. Ce lundi, en fin de matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec une délégation du gouvernement japonais au palais présidentiel. Délégation conduite par le ministre délégué auprès du chef de la diplomatie du Japon. Elle est venue signifier la volonté de ce pays d'intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan économique. Le compte-rendu de Mahamadou Traoré et Jérôme Kofi Abolin. La coopération ivoiro-japonaise a encore de beaux jours devant elle. C'est ce qui ressort de l'entretien ce lundi entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Kihara Seiji. Ce dernier est venu traduire la volonté du gouvernement japonais de booster ses investissements en Côte d'Ivoire, notamment par sa participation active dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2016-2020. Nous voudrions continuer à coopérer avec votre pays qui a une politique très stable et une croissance économique aussi forte et stable. Nous avons entendu que dans le Plan national de développement 2016-2020, 60% de financement va être fourni par le secteur privé. Et donc, le Japon aussi peut contribuer à votre PND. Donc, le président était très heureux de savoir qu'on a l'intention d'augmenter l'investissement en Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons continuer de coopérer dans ce domaine économique aussi. D'un coût d'environ 30 000 milliards de francs CFA, le PND 2016-2020 vise à favoriser le développement économique et à réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire. Le Liban ne veut pas rester en marge de la solidarité internationale manifestée à la Côte d'Ivoire suite à l'attentat du 13 mars dernier. Des parlementaires libanais se sont rendus dans la journée au palais présidentiel. Ils ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Le réconfort du Liban a été exprimé au chef de l'État ivoirien. On retrouve Jérôme Kofi Abolin. Ils sont députés dans leur pays, le Liban. Mais ils séjournent en Côte d'Ivoire depuis un moment pour exprimer la solidarité de leur pays au peuple ivoirien et à son président après l'attaque terroriste perpétrée à Grand Bassam. C'est dans ce cadre qu'au sein d'une délégation, ils ont rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi. Au chef de l'État, le porte-parole de la délégation des parlementaires libanais a dit que ce qui touche la Côte d'Ivoire touche aussi le Liban. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à la Côte d'Ivoire et exprimer notre solidarité face à cet acte barbare qui s'est perpétré à Grand Bassam. La Côte d'Ivoire est liée au Liban à travers des liens d'amitié séculaires. La communauté libanaise qui vit à Abidjan se sent complètement intégrée et fait partie entièrement de ce tissu social ivoirien. Nous avons parlé avec le président, bien sûr, de ce fléau qui s'appelle le terrorisme sans frontières, qui frappe partout, y compris au Liban, puisque nous avons aussi eu des attentats terroristes. Et nous avons proposé qu'il y ait une collaboration
très étroite entre les services de sécurité de nos deux pays afin de pouvoir combattre cette violence inouïe qui est en train de frapper le monde entier. Avant de rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, les parlementaires libanais se sont déjà rendus dans certains hôpitaux à Abidjan. Ils y ont visité des Ivoiriens et Libanais blessés dans l'attaque pour leur apporter soutien et réconfort. En économie, intéressons-nous à l'ouverture de la 4e édition de l'Africa CEO Forum. La rencontre enregistre plus de 1000 leaders du monde des affaires dans la capitale économique ivoirienne. Ouvrant la rencontre, le président Alassane Ouattara a indiqué que l'Afrique a besoin d'un secteur privé fort pour son développement. Cérémonie d'ouverture marquée par plusieurs allocutions. D'abord, celle du président de Africa CEO Forum, Amir Belyamed, qui d'entrée a salué la volonté des investisseurs privés de maintenir la tenue du forum à Abidjan après l'attaque terroriste survenue à Grand-Bassam. Il a ensuite évoqué un certain nombre de projets, notamment celui visant à la promotion de la place des femmes dans des entreprises appelées Women Business. Succédant au président de Africa CEO Forum, le président de l'ABAD, Akiwumi Adesina, a indiqué que l'économie africaine gagnerait à être diversifiée avec les secteurs comme l'agriculture, la santé et la formation professionnelle, ainsi que l'énergie. Mais pour lui, cela ne peut se faire sans un partenariat public-privé. Une vision qui cadre bien avec celle du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut un secteur privé fort pour le développement et l'emploi des jeunes. Il nous faut offrir à nos jeunes des emplois afin qu'ils participent activement au développement de notre continent. Il nous faut donc une croissance économique inclusive, forte et sur le long terme. Pour ce faire, nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui contribuera le plus à accélérer le développement économique de l'Afrique. C'est le secteur privé qui, tout en étant la principale source d'emploi, va stimuler l'innovation et le transfert de technologies. Notre vision est que seul un partenariat gagnant-gagnant à long terme entre le secteur privé et le secteur public permettra à nos économies de prospérer de façon pérenne. Et le président de la République, pour terminer, de rassurer les investisseurs que l'on peut compter sur le gouvernement ivoirien dans ses efforts en vue de la croissance économique. À noter que la 4e édition de Africa CEO Forum se tient sur 2 jours, à compter de ce lundi 21 mars 2016. Plus de 1000 participants y sont présents. L'Africa CEO Forum est le lieu de faire le diagnostic économique du continent qui depuis 2011 connaît un boom économique. Ce boom a suscité de grands espoirs, des espoirs bouchés aujourd'hui par la chute continue des prix des produits d'exportation. Face à la crise, l'heure est à la réflexion pour freiner face au choc. À cet African CEO Forum, décideurs politiques et investisseurs ont donné leurs recettes. La Côte d'Ivoire mise, elle, sur les réformes destinées à attirer les capitaux. Les précisions de l'ancien Bakayoko, commentées par Jean-Jacques Ouaméala. En difficulté du fait de la chute vertigineuse des coûts des matières premières, la croissance économique en Afrique est au ralenti. En 2015, le taux global du continent a enregistré un recul de 5 à 4%. Face au choc, les pays repensent leur modèle de développement. Plus que de la résistance, la Côte d'Ivoire tient le haut du pavé, grâce notamment aux réformes qualitatives prises par le gouvernement. Ces réformes concernent à la fois la gouvernance, politique, économique et sociale. Ça concerne les réformes économiques de manière à ce que le secteur privé soit le moteur de la croissance. Ça concerne aussi donc, la réforme sociale, de manière à faire beaucoup plus d'inclusivité pour l'ensemble de la population, notamment pour le monde agricole, où vous savez que 60% par exemple des prix par exemple, du cacao vont aux paysans. C'était la même chose pour la NACARD, qui fait que si vous allez maintenant dans nos campagnes, il y a une amélioration des conditions de vie de nos populations et de nos fermiers. À l'échelle du continent, la recherche des solutions est un véritable défi. L'énergie fait défaut, les infrastructures ne sont pas à la hauteur, le chômage s'accentue et les budgets baissent là où les besoins augmentent. Pourtant, il s'agit aujourd'hui d'une question existentielle pour l'Afrique. Si j'avais un point à retenir du challenge que nous avons pour les prochaines années, c'est la création d'emplois. Et pour y arriver, seule l'industrialisation peut créer suffisamment d'emplois pour les besoins de notre continent. Face à ces enjeux, les experts présents à la 4e édition Africa CEO Forum proposent une accélération de l'intégration, une diversification des débouchés,
un accroissement du marché intérieur et surtout une densification de la transformation industrielle. Vous venez de le voir, le Premier ministre est présent à cet Africa CEO Forum. Daniel Kablan-Duncan a échangé ce lundi avec des opérateurs économiques. Il s'agit entre autres des représentants du groupe Engie exerçant dans le secteur de l'électricité. Le groupe est intéressé par les infrastructures et de Marchika Med, entreprise marocaine et maître d'ouvrage du projet de réalisation de la baie de Cocody. Francis Boisfond. Les travaux de réalisation de la baie de Cocody avancent bien et les délais seront respectés. C'est le message que le directeur général du groupe Marchika Med, maître d'ouvrage du projet, est venu porter au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Notre objectif premier, c'est épurer les eaux de la lagune des Briées pour que la vie revienne à cette épuration, qu'on ne tourne plus le dos à cette lagune. Au contraire, on la regarde et une autre vision. Il y a aussi des travaux au petit bassin qui vont permettre une meilleure recirculation des eaux de la lagune des Briées. Et les citoyens d'Abidjan vont voir le poisson retourner sur cette baie comme jadis. La livraison de la baie de Cocody aux autorités ivoiriennes est prévue pour 2019. Avec le représentant du groupe IOS, entreprise sud-africaine, la rencontre a porté sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les activités d'investissement en fait recouvrent plusieurs entités. Tana Africa Capital investit dans les sociétés privées avec une emphase particulière sur le secteur des produits de grande consommation. Il y a également des activités d'investissement dans le secteur de l'infrastructure. Nous serons en Côte d'Ivoire d'ici le mois d'août. L'amélioration de l'environnement des affaires est consécutive à la forte mobilisation des investisseurs en terre ivoirienne. Nous avons parlé des projets que nous avons engagés en Côte d'Ivoire, qui sont nombreux, dans le centre commercial Place, parler de son fonctionnement, et puis également des autres projets que nous sommes en train de développer en Côte d'Ivoire, en particulier la construction d'une nouvelle brasserie, Brassivoire, qui devrait être prête d'ici la fin de l'année. La brasserie emploiera à peu près 700 personnes. Le représentant Afrique de Engie dit être intéressé par les projets d'investissement dans le secteur de l'électricité. Nous participerons assurément à la croissance énergétique et électrique de la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines gaziers et renouvelables, hydroélectricité et biomasse. La tenue de la 4e édition de Africa CEO Forum à Abidjan est une opportunité pour les opérateurs économiques d'explorer le marché ivoirien. L'économie, c'est aussi la présidence de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, qui revient désormais à la Côte d'Ivoire. Un important challenge dans un contexte mondial de crise pétrolière. La 33e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'APA s'est tenue du 15 au 17 mars dernier en présence de notre envoyé spécial, Christelle Menant. La Côte d'Ivoire, présidente de l'Association des producteurs de pétrole africains depuis ce 15 mars à Abuja au Nigeria. C'est le choix des 18 pays membres de l'association, tous producteurs de pétrole et tous confrontés à la baisse du prix de l'or noir et aux nombreux challenges de l'industrie des hydrocarbures. L'Afrique abrite le tiers des réserves mondiales de pétrole et elles ne sont exploitées qu'à hauteur de 12%. Pendant l'exercice 2016-2017, la Côte d'Ivoire a donc pour mission principale de rendre l'association plus performante et plus visible sur l'échiquier international. La Côte d'Ivoire doit relever le défi de l'adaptation de notre organisation aux changements nouveaux et surtout de faire en sorte que notre organisation soit une organisation de coopération, de cohésion. En marge de cette 33e session, le congrès Afrique Pétrole et Exposition a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de découvrir les nouvelles innovations technologiques du secteur et les dernières prospections en termes de fusion et d'acquisition. Notre présence à Abuja nous a permis d'assister à 2 rencontres importantes. D'abord à celle du congrès africain du pétrole et des exhibitions qui nous a permis, nous, Ivoiriens, de parler à tous les grands groupes pétroliers pour accélérer la recherche et l'exploration pétrolière dans le bassin sédimentaire ivoirien. La Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des pays africains producteurs de pétrole, subit la chute des recettes du pétrole. Une des priorités consiste donc au maintien de la stabilité des prix, ce qui impliquerait une réévaluation des niveaux et des coûts de production et une mise à jour constante des techniques d'exploration. Tout ceci guidé par une stratégie pétrolière panafricaine concertée dans le cadre notamment de l'Association des pays producteurs de pétrole.
Une semaine après le dimanche noir de Grand Bassam, les délégations de pays frères se succèdent pour soutenir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le vice-président du Kenya qui s'est rendu sur le site de l'attentat pour exprimer sa compassion aux victimes et au peuple ivoirien. Mamadou Kwasi. Le vice-président du Kenya s'incline devant la mémoire des disparus de l'attaque du 13 mars 2016 à Grand Bassam. William Ruto suit les traces de l'attaque terroriste. Comme les différents chefs d'État et les autres personnalités qui l'ont précédé en ces lieux, le vice-président du Kenya, William Ruto, a témoigné sa compassion ainsi que celle du peuple kenyan aux Ivoiriens meurtris par ces événements. Je suis venu ici pour démontrer la solidarité du peuple kenyan au peuple ivoirien. Je suis venu à cet endroit où il y a eu un incident terroriste il y a une semaine. Et je voudrais ici vous dire que le terrorisme ne gagnera pas cette bagarre. Ils n'ont pas réussi à faire peur aux 2000 personnes qui sont venues pour la conférence, aux hommes d'affaires, aux politiciens comme lui. Nous continuerons à nous battre contre les terroristes et on gagnera la bagarre. Le vice-président du Kenya, William Ruto, a visité plusieurs sites pour se faire une idée de ce qui s'est passé ce dimanche 13 mars 2016. À chaque étape, il s'est arrêté pour poser des questions et comprendre ce qui a pu bien motiver cet acte criminel. Avant de quitter Grand Bassam, William Ruto a signé le livre de condoléances avec des mots d'encouragement et de réconfort. Un réconfort partagé par la Fédération ivoirienne de football qui a tenu un point presse ce lundi. Les responsables de l'organe de gestion du football ivoirien ont condamné l'attaque terroriste survenue à Bassam le 13 mars dernier. Ils ont aussi exprimé leur soutien aux familles endeuillées. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Yako Bassam, une phrase qui traduit toute la douleur des éléphants et de la Fédération ivoirienne de football suite à l'attaque terroriste perpétrée le dimanche 13 mars dans la cité balnéaire. La fédération, accompagnée des éléphants, entend marquer sa solidarité avec Bassam. Nous avons décidé au sein du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football de reverser les bénéfices du match. Nous avons décidé de reverser aux familles des victimes. Et en fin de compte, nous demandons et appelons toute la population qui se rendra au stade Félix Houphouët-Boigny de venir en blanc, qui est couleur de paix, pour soutenir les éléphants qui, eux, également ont décidé de jouer en blanc en mémoire aux disparus. Avant le match Côte d'Ivoire-Soudan, prévu le vendredi 25 mars au stade Félix Houphouët-Boigny, les éléphants se rendront le mardi 22 mars à Grand Bassam pour déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes du dimanche 13 mars. S'agissant des consignes sécuritaires, le troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Malik Toé, a donné toutes les assurances. Le vendredi 25 mars, plusieurs checkpoints sécuritaires seront érigés autour du stade Félix Houphouët-Boigny. Et les citoyens béninois, à la suite de leur président sortant, condamnent cet attentat de Grand Bassam. Ils l'ont exprimé au micro de notre envoyé spécial à Cotonou, Gabriel Zani. À Cotonou, au sein de la communauté ivoirienne, l'attaque de Grand Bassam est le deuxième sujet qui revient dans les conversations après le sujet Lionel Zinsou, Patrick Stallon. Dans cette habitation vivent de jeunes étudiants ivoiriens rencontrés par notre équipe en début de soirée. Une semaine après les événements, ils ont de la peine à réaliser ce qui s'est passé. C'était aux environs de, je pense, midi, 13h par là. On était assis ici lorsqu'on a décidé d'allumer la télé. Et c'est là qu'on a vu les images. J'étais l'un des premiers même à voir les images à la télé, donc j'ai appelé tous mes amis. Ça nous a tellement choqués. Averti par un de ses amis, Roland a eu de la frayeur pour ses parents vivant à Grand Bassam. Pour ses étudiants, la Côte d'Ivoire ne doit pas céder à la peur. Beaucoup de courage, perdre un ami, perdre un membre de sa famille n'est jamais assez chose facile. Quand même, on sait qu'on doit mourir un jour, mais tout dépend de la manière dont on meurt. On n'avait pas besoin d'abréger la vie des hommes ainsi. Afri Yobo, le président de la communauté ivoirienne, affirme qu'aucune famille ivoirienne résidant au Bénin n'a été touchée par le drame de Grand Bassam. L'expression de la solidarité de leurs amis béninois cache aussi une peur des prochaines attaques terroristes. Ils ont été aussi attristés, ils sont venus nous rencontrer ici
et on a papoté là-dessus. C'est surtout la peur de à qui sera le tour. Dans les rues de Cotonou, à la radio, vous entendrez jouer en cette période de la musique ivoirienne. L'attaque de Grand Bassam a contribué à amplifier cette réalité. Pour les Béninois, c'est la démonstration de leur solidarité aux blessés et aux parents des victimes tombés sous les balles des terroristes. Vous venez de le voir, les ressortissants ivoiriens au Bénin ont fortement condamné cet attentat de Grand Bassam. Mais justement, au sujet de cet attentat, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, qu'une conférence de presse se tiendra conjointement avec le procureur de la République le mardi 22 mars 2016, donc demain à 15 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district autonome d'Abidjan, relativement à l'attaque terroriste survenue le dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam, communiqué signé du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Autre sujet, les concours d'entrée à la fonction publique seront ouverts après-demain mercredi. Cette année, des innovations seront apportées dans l'organisation. Toutes ces précisions ont été faites au cours d'une conférence de presse ce lundi au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le compte-rendu d'Herman Niamia. Pour la session 2016 des concours d'entrée à la fonction publique qui s'ouvre le mercredi 23 mars prochain, des dispositions nouvelles sont apportées à l'organisation. Selon le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Abidjan ne sera plus le seul lieu qui abritera les concours d'entrée à la fonction publique. 7 des 33 directions régionales que compte le ministère de la fonction publique vont également accueillir l'organisation des concours. À savoir Abidjan, bien entendu, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Abangourou, Daloa et Mans. Ces différentes directions régionales choisies serviront de centres pour les visites médicales, les dépôts de dossiers, les cours de préparation au concours et les compositions. Autre innovation, la réduction des frais liés au concours qui passe de 33 500 francs CFA à 23 500 francs CFA, soit une réduction de 10 000 francs CFA. Abina Kouakou souligne que ces innovations visent à moderniser davantage les concours de la fonction publique avant de donner le chronogramme de la session 2016. Les inscriptions et les visites médicales commencent du 23 au 30 juin. Les cours de préparation commenceront du 6 juillet au 31 août. Les compositions vont débuter en septembre. Les délibérations les 24, 25 et 26 octobre. Et puis les résultats seront proclamés le 28 octobre. Quant aux rumeurs de corruption qui pèsent sur les différents concours de la fonction publique, le ministre Abina Kouakou fait cette mise en garde. Si j'apprends que quelqu'un a demandé de l'argent pour dire que lui, il a un poste, une place à offrir, si c'est un fonctionnaire, il est automatiquement radié. Si c'est un agent extérieur à la fonction publique, directement, il va en prison. 278 concours sont ouverts pour cette session 2016 pour 8 321 postes budgétaires offerts. Aujourd'hui, 21 mars, est commémorée la Journée internationale des forêts, occasion choisie par le ministre des Eaux et Forêts pour visiter les forêts classées de Niégré et de Monogaga. Le point avec Moussa Konaté. À vol d'oiseau, on a l'impression de voir une forêt dense. Mais, vu de près, la réalité est tout autre. Les arbres ont fait place aux plantations et habitations. Après 2 heures de survol des forêts classées de Niégré et Monogaga dans le Bas-Sassandra, le ministre des Eaux et Forêts s'est fait une idée de l'état de dégradation de la forêt. À la suite de cette visite, une rencontre avec les populations de Monogaga Carrefour, village logé dans la forêt sacrée de Monogaga. Le ministre des Eaux et Forêts réaffirme la volonté de l'État à reconstituer les forêts classées. Les forêts sont classées pour un problème d'écologie, pour un problème de réserve et tout ça. Le drame, ça a été vraiment la forêt de Monogaga, que tout le monde à Abidjan croit qu'elle existe. Or, il n'y a absolument plus rien. On va faire des plans pour regarnir les forêts. Puis cette fois-ci, organiser l'autorité, donc avec le ministre de la Défense, nous allons voir comment surveiller justement désormais. Le message est bien perçu, les populations affichent leur engagement à ce projet du gouvernement. Nous nous engageons auprès de la SODEFOR pour prendre une part active au planting
et à la protection des arbres. Une opération de recantonnement des occupants des forêts classées est prévue les jours à venir. Le ministre des Eaux et Forêts s'est aussi entretenu avec les autorités administratives, les élus et cadres et les acteurs de la gestion de la forêt de la localité afin que tous puissent apporter leur contribution à la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Autre événement auquel nous nous intéressons ce soir, la journée internationale de la trisomie 21. La trisomie 21, c'est une malformation congénitale. Toute personne atteinte de cette maladie possède 47 chromosomes au lieu d'en avoir au total 46. Le trisomique est aussi appelé enfant mongolien. Cette journée est donc l'occasion d'amener la population à changer de regard envers les malades et leurs parents. Elle a été célébrée ce matin par la page blanche à Cocody. Mariam Bamba, à Mississauga. Un cours de prononciation, d'articulation et de nomination avec un trisomique 21. Qu'est-ce que c'est? Un torchon? Ah, c'est bien, bravo! Nous sommes à la structure spécialisée, la page blanche. Par sa méthode, l'orthophoniste inculque à cet handicapé psychique les techniques d'expression. Ils sont nombreux, les enfants trisomiques. Appelés enfants serpents dans des sociétés africaines, ces enfants souffrent d'une malformation congénitale. La trisomie 21, c'est une malformation au niveau des chromosomes. Et donc, il y a un chromosome 21 qui est en plus chez ces enfants-là. C'est ce qui fait que ces enfants-là présentent cette maladie. Devenir adulte dans la société inclusive, thème de la Journée internationale de la trisomie 21, célébrée le 21 mars. Occasion de comprendre la maladie. La déficience intellectuelle dérange, elle déstabilise et nous oblige à revisiter nos préjugés, nos valeurs. Nos enfants trisomiques 21 et tous les enfants en situation de handicap intellectuel continuent malheureusement d'être encore victimes de préjugés et voire même d'exclusion. Savoir que son enfant n'aura jamais le bac, son enfant ne va pas aller à l'université comme les autres, c'est déjà difficile. Et aussi, bon, parfois le regard des autres, j'avoue qu'il faut s'y préparer, il faut se dire, bon, écoute, c'est mon enfant, de toutes les façons, je l'aime et c'est ce qui compte. Ces enfants manquent souvent d'accompagnement pour leur insertion sociale, une situation qui va bientôt changer. Vous pouvez être assurés de notre soutien pour ce combat visant à donner à tous nos enfants la place qui leur revient dans une Côte d'Ivoire d'inclusion. L'AREA, l'Association pour la réinsertion des enfants pour une éducation adaptée, est la structure fondatrice de la page blanche. Elle a aujourd'hui 25 ans. Et malgré les difficultés, cette seule école spécialisée apprend aux enfants trisomiques, autistes et handicapés psychomoteurs à être indépendants. Je vais à l'hôpital. À l'étranger, le Bénin qui s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Patrice Talon a remporté l'élection présidentielle au Bénin avec 65,39% des voix contre 34,61% pour son adversaire Lionel Zinsou, selon les résultats communiqués ce lundi par le président de la commission électorale, Emmanuel Tiando. Ces résultats du scrutin d'hier, considérés comme de grandes tendances, doivent être confirmés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle qui proclamera officiellement le vainqueur. On retrouve notre envoyé spécial à Cotonou, Gabriel Zani. En début d'après-midi de ce lundi 21 mars à 13h30 heure locale, le président de la Sénat, la commission électorale nationale autonome, a donné les grandes tendances du deuxième tour de la présidentielle. Patrice Talon, l'homme d'affaires candidat indépendant, arrive largement en tête. Derrière lui, le Premier ministre Lionel Zinsou. Lionel A. Zinsou Derlin. Nombre de voix obtenues 1 067 109 voix, soit un pourcentage de 34,61%. Patrice A. G. Talon, 2 15 889 voix, soit 65,39%. Avec un taux de participation de 65,57%, ces tendances ne tiennent pas compte des suffrages des Béninois de l'extérieur dont les résultats sont en cours de cheminement. La Cour constitutionnelle devra elle aussi consolider ces grandes tendances et proclamer les résultats définitifs. Il ne constitue ni des résultats provisoires, ni des résultats définitifs que seule
la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer, s'agissant en particulier de l'élection du président de la République. Ces résultats qui définissent les grandes tendances ont été rapportés par les coordonnateurs des 546 arrondissements que compte le pays par le moyen d'un système téléphonique informatisé et sécurisé mis en place par la SENA. Je vous le disais en début de journal, on l'a appris les minutes qui ont précédé cette édition. Le Mali a été attaqué apparemment. Un hôtel de Bamako, dans la capitale malienne, précisément l'hôtel Azalaï Nord-Sud, aurait été le théâtre d'un attentat terroriste selon des sources sécuritaires militaires, bien sûr. L'hôtel abriterait la mission de formation militaire de l'Union européenne. Le quartier est bouclé par les forces de sécurité maliennes. Un assaillant aurait été tué. Voilà tout ce qu'on sait sur ces coups de feu qui ont été entendus à l'hôtel Azalaï Nord-Sud de Bamako. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur RTI 1.